Serge Klarsfeld, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une grande figure de la lutte anti-nazie en France et à l'occasion des 80 ans de la libération d'Auschwitz, on est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur l'antenne de Radio Shalom. Donc la première question que nous voudrions vous poser, c'est quelles sont selon vous les principales leçons à tirer de ce qui s'est passé à Auschwitz il y a 80 ans ? La principale leçon, c'est que le peuple juif doit compter sur lui-même. Il s'est trouvé dans une situation où il n'avait pas beaucoup d'alliés et il a été en grande partie aux 2/3 supprimé sur le territoire où son ennemi, le nazisme, était tout puissant. Et donc, il a appris à savoir qu'il ne pouvait compter que sur lui-même et puis sur des alliés, mais des alliés qui varient selon les périodes et selon les circonstances. Donc, en principe, étant donné qu'il y a actuellement 8 milliards à peu près d'habitants sur la Terre et 15 millions de juifs, c'est-à-dire moins qu'à l'époque de la Shoah où il n'y avait que moins de 2 milliards d'habitants sur la Terre, les juifs sont dans une situation inconfortable, ils sont très minoritaires, ils ont un État, et à partir du moment où ils ont eu un État, l'antisémitisme a changé de nature. Avant, c'était la religion, c'était l'argent, c'était la race. Maintenant, c'est l'État juif qu'il faut détruire. Donc, les juifs doivent savoir qu'ils constituent quand même un peuple, qu'ils doivent être solidaires, et donc qu'à travers le monde, tous les juifs doivent être solidaires de l'État juif. Et donc les juifs ne peuvent pas avoir une vie normale parce que il y a une mobilisation qui est une mobilisation perpétuelle. Et il faut donc que les enfants, les nouvelles générations juives, soient mieux formées que ne l'étaient précédemment. Elles doivent être formées à l'histoire de la Shoah, c'est-à-dire à savoir qu'il y a toujours dans la vie d'un juif des épreuves qui sont très dures, qu'il faudra surmonter, et à cette solidarité entre les juifs de la diaspora et Israël, et également le fait de donner une éducation juive aux nouvelles générations. Que les jeunes juifs sachent qu'ils sont juifs et qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de l'État d'Israël et vis-à-vis de leurs coreligionnaires. Voilà donc, s'ils veulent que le judaïsme continue, étant donné la puissance des ennemis que nous avons en face de nous. L'Iran, par exemple, a promis que s'il avait une bombe nucléaire, il la lancerait sur Tel Aviv. Les ayatollahs sont comme Hitler. Hitler était un ayatollah laïque, mais les ayatollahs, comme Hitler, sont prêts à lancer cette bombe nucléaire sur Tel Aviv. Et donc, il faut éradiquer cette menace. Et il y aura encore d'autres menaces, malheureusement. L'existence d'un État juif, après 19 siècles de disparition, exaspère beaucoup d'ennemis des Juifs. Et donc,
ils sont mobilisés, et tous les Juifs doivent être mobilisés pour se défendre. Selon un récent recensement du Claims Conference, on a seulement 245 000 survivants de la Shoah, avec à peu près 22 000 qui vivent aujourd'hui en France, alors que la dernière génération de survivants de l'Holocauste est en train de s'éteindre. Est-ce que la mémoire de la Shoah est de plus en plus difficile à transmettre aujourd'hui? Elle n'est pas difficile, cette mémoire, à transmettre parmi les Juifs, parce que le traumatisme a été si puissant qu'il continue à mobiliser les Juifs. Donc, parmi les Juifs, je ne suis pas inquiet. Quant aux autres, il suffit d'une très grande catastrophe pour que la mémoire de cette catastrophe qui n'est arrivée qu'aux Juifs disparaisse. C'est donc aux Juifs d'entretenir la mémoire de la Shoah et de faire comprendre à ceux qui sont impliqués, parce que on dit toujours que c'est un événement universel, mais les Chinois, les Hindous, même les Arabes, n'ont pas eu de part à cet événement criminel. Et donc, la Shoah, pour eux, ils n'ont rien à y voir avec la Shoah. Et puisqu'ils n'ont rien à y voir, ils peuvent complètement oublier cet événement historique. Et c'est donc seulement l'Occident chrétien qui est impliqué. Et pour les autres, il faut que ce soit une sorte de modèle qu'il ne faut pas reproduire. Voilà. Mais à quel point les témoignages des survivants et l'éducation à ce qui s'est passé il y a 80 ans est important aujourd'hui pour lutter contre le négationnisme et contre la négation de la Shoah? Les témoignages des survivants, ils survivront en survivant, puisque l'audiovisuel existe et que ces témoignages sont toujours enregistrés, l'image, le son. Mais ces témoignages jouent un rôle, l'histoire aussi, c'est-à-dire les livres. Il ne faut pas oublier non plus que il y a 50 ans, il n'y avait pratiquement pas de thèse historique sur la Shoah. Et aujourd'hui, il y en a des milliers dans tous les pays impliqués. Et chaque page de la Shoah a donné lieu à une thèse de doctorat. Des milliers de livres ont été écrits. Donc je ne suis pas inquiet du tout sur la mémoire de la Shoah, sur sa continuité, sa perpétuité. Et on a enregistré quand même de grandes victoires, c'est-à-dire des victoires sur le négationnisme. Aujourd'hui, il n'y a plus de négationnistes à part ceux qui s'attaquent véritablement, profondément aux Juifs, comme par exemple les Iraniens, qui peuvent nier la Shoah. Mais sinon, pratiquement, les négationnistes ont disparu, c'est-à-dire que tous sont convaincus de ce qui s'est passé. Justement, par les milliers d'études qui ont eu lieu, par la diffusion de ces études,
par les films documentaires. La meilleure preuve en est que les mouvements d'extrême droite ne nient plus ce qu'on appelle les mouvements d'extrême droite qui pratiquement sont devenus des mouvements populistes. Il n'y a plus de négation parmi eux de la Shoah. Ils sont convaincus que la Shoah a eu lieu et donc c'est une grande victoire sur l'antisémitisme. Donc je ne suis pas inquiet pour l'avenir, je ne suis pas inquiet pour la mémoire de la Shoah. Je crois que notre génération, la génération des déportés, la génération des enfants déportés, a fait son devoir. Elle a mobilisé les historiens, elle a mobilisé les mémorialistes, elle a mobilisé les survivants de la Shoah qui ont relaté ce qui leur était arrivé et ce qui était arrivé à leurs camarades qui n'avaient pas survécu. Et donc, comme tout ça est enregistré, comme sous forme de films, de livres, donc je ne suis pas inquiet pour les outils de la mémoire. Vous n'êtes pas inquiet sur la mémoire, mais sur l'interprétation qu'on fait de la Shoah. C'est à l'historien que je vais poser cette question parce que le politologue Denis Charbit a fait une distinction entre les gens qui pensent que la Shoah est le plus grand crime contre l'humanité de l'histoire et ceux qui pensent que c'est la colonisation qui est le plus grand crime contre l'humanité de l'histoire. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette distinction et selon vous, qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Moi, personnellement, j'ai toujours été... J'ai pas toujours. Quand j'étais enfant, j'ai reçu l'éducation qu'avaient reçue les enfants d'avant 1939. Je suis un enfant qui a été à l'école pendant la guerre et qui a été à l'école dans l'immédiate après-guerre. Et dans cette période, jusqu'en 1950, la colonisation était une gloire de la France. Donc, j'ai été élevé comme les enfants de droite, comme tous les enfants de France, dans le respect de la colonisation et dans le sens que c'était une amélioration du sort de ceux qui étaient colonisés et un chemin qui les menait vers un meilleur avenir qui serait entre leurs mains plus tard. Mais ensuite, avec les luttes pour la décolonisation, j'ai réfléchi et j'ai compris que les Occidentaux s'étaient partagés tout simplement le monde qui n'était pas le monde occidental, qu'ils avaient envahi des territoires pour s'enrichir et qui s'étaient enrichis effectivement, et donc une discrimination positive en faveur des colonisés, des anciens colonisés, pouvait être envisagée collectivement, c'est-à-dire on pouvait favoriser les études des nouvelles générations des pays qui avaient été colonisés. Il fallait aider les pays émergents en voie de développement. Et ça, c'est une idée tout simplement de bon sens, puisque ces pays ou ces peuples, puisqu'il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas d'État, le plus souvent, ces pays avaient été la cible d'agressions de la part de l'Occident. Et d'un Occident qui s'était enrichi, même s'il avait aussi créé
des conditions meilleures pour la population du point de vue hygiène, mais il avait tellement bouleversé ces populations que le bilan a été plutôt négatif que positif, le bilan général. Alors, y a-t-il concurrence? Je ne crois pas qu'il y ait concurrence. La Shoah, c'est un crime prémédité, un crime... Jamais la colonisation n'a envisagé d'une façon avec sang-froid et préméditation l'élimination totale des populations. Au contraire, la colonisation a aidé à un développement de la population des pays colonisés par les meilleures conditions d'hygiène, par les médicaments, par les dispensaires, par les hôpitaux, etc. Donc on ne peut pas comparer la colonisation avec la Shoah. Ça n'a strictement rien à voir, véritablement. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'actualité internationale parce que 80 ans aujourd'hui après la Shoah, on utilise des termes comme génocide, crime contre l'humanité pour accuser et accabler Israël. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de ces accusations ou de cette nazification du seul État juif au monde? On n'accuse pas seulement Israël de crimes contre l'humanité, on l'accuse de génocide. Ce qui est beaucoup plus grave. Le crime contre l'humanité peut être l'œuvre d'une personne, mais le génocide, c'est l'œuvre d'un État. Nous avons répondu à cette accusation. Il est évident que le nombre de morts à Gaza qu'on reproche toujours, c'est un fait de guerre. Et personne n'envisageait d'accuser les Américains ou les Soviétiques de crimes de guerre, de génocide, parce que les bombardements avaient causé des centaines de milliers de morts en Allemagne. Moi, je me souviens que ma mère, quand elle entendait à la radio que telle ville allemande avait été bombardée et qu'il y avait tant de victimes, parmi lesquelles tant d'enfants, ben elle était triste, elle n'était pas gaie d'entendre cela. Et nous non plus, les Juifs à travers le monde, n'étaient pas gais d'entendre qu'aujourd'hui il y avait eu 50 ou 100 morts avec tant d'enfants à Gaza. Mais c'est un fait de guerre, et ce fait de guerre, il est dû au Hamas qui s'est réfugié derrière la population de Gaza. Et comment combattre pour libérer les otages? Comment combattre dans une ville où les ennemis sont aussi bien à la surface qu'en dessous des habitations? À partir du moment où Israël avait prévenu les populations civiles que tel ou tel secteur était en danger parce qu'on allait le bombarder et que la population n'est pas partie, eh bien, obligatoirement, il y avait de nombreux morts, comme il y avait de nombreux morts pendant la Seconde Guerre mondiale dans les bombardements. Mais j'aimerais vraiment insister quand même sur l'idée qu'aujourd'hui, les ennemis d'Israël utilisent des mots qui sont pas neutres. Utiliser le terme de génocide contre un État juif 80 ans après la Shoah, ça a quand même une symbolique qui est vraiment forte, parce que... Bon, on se peut de la part des ennemis,
c'est normal d'attendre des attaques qui sont des attaques, de même que lorsqu'on voit la population juive de l'Est de l'Europe, des hommes, des femmes sans rien entre les mains, et que les Allemands disaient que nous les supprimons parce qu'ils sont une menace pour notre sécurité, c'est à peu près ce même genre de mensonge auquel on risque toujours de se trouver confronté. Donc je ne suis pas surpris par les arguments des ennemis. Ces arguments sont extrêmement irritants pour les Juifs, mais ils émanent de gens qui ont une passion anti-juive, irrationnelle, mais tellement profonde que elle va jusqu'au crime. Et un crime, on l'a vu en octobre, un crime qui est abominable et abject. Donc, cela ne me surprend pas. Il y a 80 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste, on avait dit plus jamais ça. Aujourd'hui, on fait face à une résurgence absolument spectaculaire de l'antisémitisme en Europe et partout dans l'Occident. Selon vous, qu'est-ce qui est devenu cette promesse du plus jamais ça qu'on avait fait après la Seconde Guerre mondiale? Mais j'étais un enfant, mais je me souviens très bien qu'après la guerre, j'ai entendu parler de pogroms en Libye. Je suivais l'actualité. J'étais interne dans un collège à Châteaudun pendant 1 an, mais c'était en 47-48, et je me souviens très bien que les Anglais avaient pendu des survivants de la Shoah, et donc le plus jamais ça a été trahi immédiatement et n'a cessé d'être trahi pendant toute la période qui a suivi. Donc, je suis allé aux Nations Unies en 48. Elles étaient à Paris. Le siège était à Paris en 1948 de l'Assemblée générale. Et j'ai entendu des débats sur la Palestine. Et c'était des débats tellement passionnés, tellement haineux de la part des représentants des pays arabes, que j'ai compris que l'antisémitisme d'abord se transformait en haine d'Israël et que ça ne disparaîtrait pas rapidement. Donc plus jamais ça n'a jamais été pour moi un véritable message. C'était peut-être l'espoir des Juifs que cela ne reviendrait plus jamais. Mais il a suffi, en quelques heures, à Gaza, ou plutôt à côté de Gaza, en Israël, que la toute-puissance des ennemis d'Israël soit assurée pendant quelques heures pour que des centaines et des centaines de Juifs soient massacrés d'une façon abjecte. Et donc la menace, elle est toujours présente. Je sais que on dit que pour nous c'est une obsession. Peut-être nous sommes un peuple avec une obsession, mais malheureusement cette obsession, chaque siècle, des exemples sont donnés qui justifient cette obsession et la nécessité pour ce peuple juif
de se défendre. Et aujourd'hui, le monde entier sait qu'il y a un État juif pour défendre les juifs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, une partie du monde souhaite la destruction de cet État. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une résurgence du négationnisme dans le monde, mais on est quand même face à un phénomène où si la Shoah n'est pas niée, il y a une apologie des crimes de guerre nazis. On l'a vu avec des dégradations du mémorial de la Shoah, des stèles à travers la France qui rappellent la mémoire de la Shoah, et encore plus sur les réseaux sociaux où très souvent dans les insultes antisémites, on fait référence à Hitler, on fait référence à la Shoah. Je n'ai pas compris, Non, je n'ai pas entendu. Oui, J'entends très mal. Il n'y a pas de souci. Je disais, on est face à une résurgence de l'apologie du nazisme et une fascination pour les antisémites de ce qui a été fait par le Troisième Reich. Et comment on peut l'expliquer et comment on peut le combattre? Non, il n'y a pas d'apologie du nazisme. Vous voyez aucun film ou aucun documentaire. La fascination pour le nazisme, c'est la fascination d'un côté, il doit y avoir la fascination pour l'hégémonie européenne. C'est à ce moment que c'est un moment de l'hégémonie européenne. L'Allemagne est un des grands pays européens. Elle a assuré militairement son hégémonie sur l'Europe. Et l'Europe, à ce moment-là, sous la direction de l'Allemagne, avec la guerre contre l'Union soviétique et contre les États-Unis, c'était la guerre de... Aujourd'hui, on voit bien, il y a l'Europe, il y a la Russie, il y a les États-Unis. Et l'Europe était à ce moment-là une très grande puissance militaire. Donc il y a une fascination pour la puissance de l'Europe allemande, peut-être, mais je crois que la fascination, c'est une fascination pour une période révolue. Nous avons connu une longue période de paix. Et après une longue période de paix, il y a toujours une fascination pour les périodes de guerre. On le voit bien puisque l'Europe est mobilisée, se mobilise pour reprendre les armes aux dépens de sa prospérité. J'aimerais parler maintenant un peu du contexte en France. Le 7 janvier dernier, Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National, est décédé. Est-ce qu'avec cette disparition, on a aujourd'hui acté la mort de l'antisémitisme politique à l'extrême droite ou pas? Oui, je pense que la mort de la disparition de Jean-Marie Le Pen marque la transformation du Rassemblement national en parti populiste, puisque Marine Le Pen est extrêmement stricte sur le plan de la lutte contre l'antisémitisme, du soutien à Israël. Et l'extrême gauche, pendant ce temps-là, a pris le parti de l'antisémitisme, et une partie de la gauche également. Donc, il faut voir, il faut regarder
disons, le panorama des partis politiques avec lucidité et admettre que l'extrême gauche et une partie de la gauche sont antisémites alors que l'ancienne extrême droite est devenue philosémite. Voilà. Mais donc vous seriez prêt à redire, comme vous l'avez dit il y a quelques mois sur LCI, qu'en cas de duel entre le Rassemblement national ou la France insoumise, vous préféreriez voter pour le Rassemblement national? Si on... Je suis un juif engagé. Si on me demande de voter de choisir entre un parti anti-juif et un parti pro-juif, pourquoi irais-je voter pour un parti anti-juif? Donc il est évident que si, prochaines élections présidentielles, il y avait un duel entre Mélenchon et Le Pen, je voterais pour Le Pen. Mais je préférerais, c'est évident, je préfère toujours un parti centriste. C'est ma vocation. J'ai toujours voté pour un parti centriste et pro-européen. Et je serais heureux qu'un candidat valable, à la fois centriste, pro-européen et pro-Israël, soit candidat et que je puisse voter pour ce parti et éviter un duel entre un représentant de l'extrême gauche et un parti populiste. Parce que ce parti populiste n'a pas encore soutenu le discours de Jacques Chirac et n'a pas encore admis l'unification véritable de l'Europe. Donc, en attendant cette évolution, et s'il y a un candidat centriste correspondant à, disons, à ma vision, je voterai pour le candidat centriste. En juin dernier, Le Point avait révélé que 92% des juifs français pensaient que la France insoumise était le premier parti de France à provoquer l'antisémitisme. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que la France insoumise est le premier, voire le seul parti antisémite de France? Il y a quelques groupuscules antisémites d'extrême droite, mais certainement le LFI, la France insoumise, est un parti qui est qui souhaite la disparition d'Israël, et donc qui est un parti antisémite, oui. Serge Klarsfeld, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Shalom. Bonne journée. Merci.